Bienvenue dans cette deuxième conférence du cycle Prévision-Planification. Alors on a parlé dans la première de retail, on va parler là d'agroalimentaire et on va aborder une collaboration qui dure depuis presque 10 ans entre Colibri SNOP et Europe Snack. Et vous allez voir que pendant 10 ans, il s'en est passé des choses, et pas que le Covid. Et il y a une ascension aussi spectaculaire de l'entreprise et un accompagnement de l'entreprise. Donc c'est de tout ça dont il s'agit. Je vous présente peut-être ou oui, tu peux me présenter si tu veux. Bon, donc Nicolas Comard, qui est CEO de Colibri SNOP. Oui, bonjour à tous. Christophe Joussaume, Global SNOP Manager chez Europe Snack. Bonjour. Et puis Mehdi Karab, directeur de l'innovation de Colibri SNOP, puisque aussi on va parler, ça ne vous étonnera pas, on va aussi parler d'IA, j'imagine. Tout à fait. Bonjour à tous. Messieurs, je vous laisse, puis on se retrouve après pour la séance de questions. Tout à fait. Merci Jean-Luc. Donc bonjour à tous, on est très content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu de l'évolution de Colibri et l'évolution d'un client avec Colibri depuis une dizaine d'années. Hein. C'était pas dans les premiers clients, mais dans la première génération de clients, on va dire, de Colibri, puisque on a fêté les 10 ans de Colibri cette année et nos 100 clients actifs, ce qui est plutôt une belle performance. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les facteurs clés de succès dans la croissance et la transformation d'Europe Snack depuis 10 ans. Mais on va commencer forcément par vous rappeler rapidement qui est Colibri. Donc nous, Colibri, on est les deux cofondateurs avec Mehdi. On vient de l'univers de Viséo. On était des intégrateurs de solutions et des experts en solutions de SNOP diverses. Et dans les années 2010, en 2012 pour être exact, on s'est dit qu'en fait, les solutions du marché à l'époque étaient très construites par des experts pour des experts. Et en face de nous, on avait un monde de demand planner, de supply planner qui était en train de se démocratiser. Et on avait besoin de solutions qui étaient plus orientées utilisateurs, simples à mettre en place. Mais également, on sentait qu'il fallait prendre le virage du cloud à l'époque. Et donc, on a décidé avec la direction de Viséo de créer une solution packagée, rapide à mettre en place pour commencer à faire du SNOP, beaucoup pour des PME et des ETI françaises, en assumant le fait d'être full cloud et d'être natif du cloud Microsoft Azure, puisque Viséo était Gold Partner à l'époque, il est toujours de Microsoft Azure. Donc c'est pourquoi nous, notre métier en tant qu'expert supply chain, c'est de répondre à toutes vos problématiques qui touchent au SNOP dans son sens large, c'est-à-dire prévoir et planifier ce que vous allez vendre, canal par canal, pays par pays, gamme de produits par gamme de produits, mais également d'organiser la réponse à cette demande. Réponse stratégique, comment je m'organise, sur quel site, dans quel pays, sur quel fournisseur, avec quel budget, avec quel business planning projeté, sur quelle simulation je vais m'organiser, mais également dans sa partie opérationnelle, avec quels ordres de production, quels ordres d'approvisionnement, quels ordres de réassort, quels ordres de distribution, quel niveau de stock en fonction de quel taux de service je vais mettre en place. Donc sans être des puristes de l'APIX, nous, on aide beaucoup les PME, les ETI françaises, voire des filiales de groupe aussi parfois, à répondre à toutes ces questions-là et à organiser le SNOP. Donc, Colibri, comme je l'ai dit, notre métier, c'est de faire du SNOP. Aujourd'hui, on a changé un petit peu notre baseline. C'est l'IA qui fait décoller votre SNOP parce qu'on est en train de mettre l'intelligence artificielle, nous aussi, à tous les étages de la fusée Colibri, parce qu'on se rend bien compte que ce soit pour faire du développement, pour faire du marketing, pour faire de la planification, pour faire de la prévision, l'IA peut apporter sur chacun des domaines. Et donc Mehdi, qui est notre expert en IA, pour vous dire à quel point c'est important pour nous,
on a un des cofondateurs qui est en charge du sujet intelligence artificielle. Donc Mehdi nous fera une petite ouverture sur ce sujet à la fin de la présentation pour vous expliquer ce qu'on fait déjà depuis pas mal de temps en IA, sur quoi on travaille aujourd'hui et sur quoi on travaillera dans quelques années. En attendant, Colibri effectivement a passé ses 100 clients, dont 95% sont en France cette année. On a une quarantaine de personnes, principalement basées entre Boulogne-Billancourt et Lyon. À Boulogne, on va plutôt avoir les équipes commerciales, projet, marketing. À Lyon, un peu plus l'équipe R&D, projet aussi. On fait 25% de croissance tous les ans, ce qui est quand même une belle performance parce qu'économiquement, aujourd'hui, on vit des temps qui sont un peu erratiques, on va dire. Et on va passer la barre des 3 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. On a, en plus de la France, on est en train de commencer à développer l'international avec des personnes qui sont en train d'explorer l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud depuis Toronto et puis l'Italie depuis Turin. Voilà pour la fiche d'identité de Colibri. Alors, on revient un petit peu là-dessus. On a pas mal de clients qui nous demandent de faire des ROI. Alors, on fait des ROI souvent dans la phase de choix de projet. Étonnamment, on le fait rarement après le projet. On y vient, on est en train de travailler avec nos clients. Souvent, nos clients nous disent on n'a pas le calcul de ROI parce que pour nous, c'est évident que Colibri, on le garde parce que ça nous apporte quelque chose. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que si vous échangez avec votre direction générale sur pourquoi mettre en place Colibri, Colibri ou une solution de SNOP dans son sens large, ce qu'on constate, c'est qu'on peut gagner réellement. Le truc le plus évident, c'est sur les stocks. Souvent, les stocks, on gagne sur 20, même parfois jusqu'à 40%, je crois, sur les stocks. On pourra en parler avec Europe Snacks. On gagne aussi énormément pour ceux qui font déjà, avant la mise en place d'un outil SNOP, ceux qui font déjà du demand planning ou du SNOP. On gagne énormément sur l'efficacité des équipes de planification et sur la rapidité du processus. Parfois, c'est pas toujours, mais parfois on augmente aussi les ventes. Il y a beaucoup de sociétés qui blindent leurs stocks, qui font qu'ils n'ont pas forcément de ventes à gagner, ils ont surtout des stocks à réduire. Parce que si vous avez 3 mois de délai et puis que vous avez 3 mois de stock, bon, bah, vous allez perdre aucune vente. Mais en tout cas, il y a quelques sociétés sur lesquelles les stocks ne sont pas forcément aux bons endroits et on crée des nouvelles opportunités de vente par une meilleure adéquation entre les niveaux de stock et les besoins du marché. On ne l'a pas mis là, mais on s'est aperçu en discutant avec nos clients qu'il y a un autre levier de gain énorme, c'est la réduction des coûts globaux de supply chain. Si on réduit les coûts de stock, on réduit les coûts de gestion de stock, qui sont souvent estimés à 15% des niveaux de stock. Mais je discutais également avec un client la semaine dernière qui me disait avec Colibri, avant, on avait à peu près 15% de trajets en avion en urgence depuis la Chine. Aujourd'hui, on est à moins de 2%. Ça, sur le bilan financier, ça joue énormément. On travaille beaucoup aussi avec les directions générales aujourd'hui pour mesurer l'impact sur l'EBITDA et sur le cash flow de l'amélioration du SNOP. Et ça, c'est des sujets que je vous engage à travailler aussi, parce que pour un directeur supply chain, souvent, c'est évident ce qu'on peut gagner à travers le SNOP. Pour un directeur général ou un DAF, qui sont souvent impliqués dans la décision, c'est beaucoup moins évident et c'est important de parler aussi dans leur langage, avec leurs mots. Une grande force de Colibri, c'est qu'on est opérationnel en 3 mois, parce qu'on a une solution de base qui est très packagée, très rapide à mettre en place, mais derrière, elle est très évolutive et configurable, ce qui fait que nous, on dit souvent que pour nos clients, les 3 premiers mois et le go-live du projet, c'est que le début de l'histoire, c'est pas la fin du projet. Nous, notre mission, c'est pas de mettre en place un outil et de le vendre à nos clients, c'est de faire en sorte que le SNOP ou la supply chain soit performante chez nos clients. Donc on a une équipe de Customer Success qui va monitorer vos pratiques, qui va regarder si vous évoluez, si vous utilisez bien, et qui va régulièrement vous remonter des warnings ou des plans d'action pour réussir à tenir les ambitions de votre projet en termes de performance SNOP. Et ce qu'on constate également, c'est qu'en général, quand on utilise bien une solution, il y a un ordre de grandeur de retour sur investissement à peu près 10 mois après le go-live. Ça va dépendre de votre lead time et de votre point de départ en général. Mais pour une société qui va avoir par exemple 3 ou 4 mois de lead time, on met en place la solution, on met 2-3 mois à commencer à bien l'utiliser et à prendre les bonnes décisions dans la solution. On met 2-3 mois de plus pour avoir les impacts du lead time sur l'évolution des niveaux de stock ou de l'adéquation des stocks. Et derrière, on commence à avoir des vrais retours sur investissement mesurables.
Voilà, c'était une brève introduction sur Colibri. On pourra aborder les questions s'il y en a à la fin. Je vais laisser la main à Christophe pour qu'il nous raconte un petit peu cette belle histoire d'Europe Snacks. Oui, merci Nicolas. Donc, Europe Snacks, c'est une entité, vous ne connaissez sûrement pas, mais vous avez sûrement dégusté les produits. Nous, on est spécialiste dans le produit apéritif salé depuis 1990. Le lancement, aujourd'hui, on est leader en France sur toutes les gammes. Donc, produits apéritifs, que ce soit produits type crackers, feuilletés, produits type tuiles empilées, etc. Et on n'a pas de marque, on travaille que pour la MDD. Vous voyez, la croissance d'Europe Snack, elle a d'abord été menée par la conquête du marché français. C'est la première phase, on va le voir ensuite en détail. Et là-dessus, Colibri nous a permis de conquérir les dernières parts et d'asseoir aussi notre leadership. Ensuite, ça a été une phase importante d'acquisition. Europe Snack a permis la dynamique. On a acquis en 2016 une entreprise qui était sur la même dynamique de marché au UK et ensuite en 2018 en Espagne. Et depuis 2020, on est dans une dynamique de consolidation et d'extension encore plus large, c'est-à-dire là, on vient d'acquérir une autre entreprise au UK avec une marque beaucoup plus référencée. Donc on élargit encore plus les channels. Donc c'est 30 ans d'histoire, c'est assez rapide. Quand on a commencé Colibri il y a 10 ans, on était dans une transition de phase entre le monde de l'entreprise familiale, un peu artisanale, et puis la vraie industrie. Et c'était vraiment un tournant nécessaire parce qu'on voyait justement la limite de nos process et la nécessité de voir plus loin et d'anticiper grâce au demand plan de S&OP. À cette époque-là, on était à peu près, vous voyez, en 2015 à 80 millions de chiffre d'affaires et aujourd'hui, on projette 800 millions. Voilà. Donc, ça a été une accélération exponentielle grâce en partie à Colibri. On va le voir en quoi. Mais c'est vrai que c'était important pour nous de voir cette histoire commune. On l'a vu, on est assez proche dans l'évolution, on va dire, l'accélération de la croissance et ce qu'a fait Colibri. Nous, on a essayé de découper cette histoire-là commune en plusieurs parties pour montrer que Colibri ne nous a pas simplement permis de consolider ou, ce que tu as présenté brillamment, Nicolas, gagner des points, mais nous a permis aussi de faire groupe et d'avoir un support pour justement penser l'identité du groupe plus largement. Juste Christophe, qu'est-ce que vous... Ouais, je t'en prie. Qu'est-ce que tu avais comme outil avant Colibri? On avait Excel, le meilleur planificateur du marché. Je suis sûr que tout le monde l'a utilisé. Voilà. C'est pas le meilleur, mais c'est le plus répandu, je pense. Donc je sais que Mehdi se bat pour tuer Excel. Donc voilà, c'est ce qu'on avait. Et on avait aussi un peu le RP qui faisait des semblants de prévision. Mais c'était un vrai problème. Soit elles n'étaient pas mauvaises dans Excel, mais elles étaient inaccessibles. Soit elles étaient faites dans le RP, elles étaient accessibles, mais elles étaient mauvaises. Donc il fallait résoudre les deux. Donner de l'accessibilité aux prêves. Donc la solution d'agilité, d'être proche des utilisateurs, d'être flexible, etc. était pour nous très importante. Et puis derrière, avoir des algorithmes un peu plus stables et plus fins, ce que ne permet pas Excel aujourd'hui. Je me permets juste de rajouter, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup dans ma vie des avant-ventes et le cas de Christophe est intéressant. J'avais jamais vu quelqu'un avoir mis autant d'énergie et d'intelligence dans Excel. Donc on avait littéralement à l'époque, je parle de ça il y a 10 ans, quasiment un Colibri dans Excel. Et là, c'est toutes les questions de se dire comment je maintiens la chose. J'arrive quand même aux limites de ce qui est capable de faire Excel. Je dois passer à un autre outil, mais c'était assez brillant ce que tu avais fait dans l'outil à l'époque. Mais je pense que ce qui a déclenché le fait que vous décidiez de changer d'outil, c'était les limites d'Excel et surtout le partage de l'info. C'était clairement le cas. C'était ce qu'a bien expliqué Nicolas, c'est cette dynamique-là. Nous, c'était pas d'avoir le logiciel le plus expert pour fabriquer de l'intelligence et d'être très très fiable à 99%. L'ambition de lancer Colibri, c'était comment on peut avoir une preuve assez fiable pour manager nos opérations, mais manager nos opérations par tout le monde. C'est-à-dire l'étendre à la DV, au commercial, donner de l'intelligence à tout le monde. Et ça, c'était un
un problème qu'on avait chez les éditeurs à l'époque, qui étaient très experts avec leurs atouts, hein, mais qui demandaient beaucoup de temps de mise en place, de coûts, de monde derrière. Et là, d'avoir cette solution qui correspondait à ce qu'on avait essayé de construire sur Excel, parce que les outils ne répondaient pas forcément, tout de suite on a pris le pas, parce que les outils Excel pour nous doivent être une forme de pré-cahier des charges, de transition. Les maintenir trop longtemps, c'est un risque. Ne rien faire avant, c'est aussi un risque, parce que Excel a quand même cette faculté de pouvoir se tester un process, tester des méthodologies. Et donc on s'est trouvé avec Colibri au bon endroit, au bon moment, avec la bonne solution. Et donc tout l'enjeu, ça a été après pour nous de voir si, en plus de ça, ça tient dans le temps, quoi. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, quand on a démarré en France, on n'avait que quelques catégories, que quelques clients. À l'époque, Colibri nous permettait simplement de travailler avec la GMS et française. En 2015, en parallèle, c'est là où Europe Snack a eu un changement d'organisation, une vraie nouvelle ambition, un nouveau cycle, et où on est allé chercher d'autres canaux de distribution, notamment le co-man. Donc le co-manufacturing, qui est le travail avec d'autres industriels, pour ne pas les nommer, mais voilà, les très gros industriels du produit apéritif salé. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont beaucoup plus industriels et qui demandaient vraiment que nous, on se mette à la page sur les process, demand plan, master plan, SNOP, etc. Donc ça a été vraiment un enjeu aussi de pouvoir donner un gage pas de professionnalisme, parce que le professionnalisme, on en a à tout niveau, même dans l'entreprise familiale qu'on était avant, mais d'adéquation avec les process et les exigences opérationnelles des plus grands groupes. Et donc ça, Colibri, c'était aussi important de l'avoir et de sortir d'Excel. Vous voyez, quand on a commencé en France, quand on a commencé Colibri, il n'y avait que la France. Maintenant, ça ne représente plus que 30% du business. Aujourd'hui, tout est au UK. Et les crisps, donc les chips classiques, que nous, on ne fait pas du tout en France, sont devenus aujourd'hui la plus grosse catégorie de production, et elles sont fabriquées essentiellement au UK. Donc il a fallu intégrer tout ça. Il a fallu avoir une solution qui supporte vraiment toute cette transformation générale, l'extension de marché, l'extension de canaux, l'extension de pays, l'extension de catégories. Et pour l'instant, non seulement ça tient, mais en plus, ça nous aide. Vous voyez nos usines, hein, donc en France, ça n'a pas changé, on en avait 4. Aujourd'hui, elles sont au titre de 9. Et c'est cette croissance-là qu'il y a derrière Europe Snack. Donc la plus grosse aujourd'hui du groupe, c'est Park Royal au UK, qui représente un peu plus de 1000 personnes et qui est le fer de lance du groupe Europe Snack international tel qu'il est aujourd'hui. Les deux dernières, c'est Plymouth et Leicester, qui fabriquent essentiellement de la chips Hankook au chaudron. Ils fabriquent alors vous la connaissez pas en France, j'espère qu'elle va arriver bientôt, une marque qui s'appelle Burt's, qui est le concurrent au UK de Tyrrell. Je ne sais pas si vous la connaissez en France, ça commence à être très connu. Donc c'est pareil, mais en mieux. Et on a notre entreprise espagnole qui, elle, fabrique à peu près toutes les catégories du marché, et surtout une catégorie spécifique, les tortillas. Les tortillas que vous pouvez trouver chez General Mills, Old El Paso, etc., qu'on trouve en France. Voilà. Donc vous voyez toutes nos catégories de marché. Et il y a effectivement des catégories qu'on a dû intégrer au business plan, à la construction du SNOP, qu'on n'avait pas du tout l'habitude de manager. Et là, le fait d'avoir déjà Colibri, clé en main, dimensionné, avec une expérience sur la France, nous a permis d'intégrer vraiment toute cette catégorie de manière extrêmement rapide et extrêmement efficace. Ça aurait été impossible sur Excel, et les ERP ne savent pas harmoniser et délivrer de la donnée performante aussi bien pour pouvoir intégrer tout ça en si peu de temps. Donc vous voyez, on a essayé de donner une dynamique
vous voyez donc, c'est à l'échelle normalement à peu près, entre 90 et 2025. On a essayé de diviser en 3 phases, là où Colibri a été essentiel pour nous. La phase 1, c'est l'accélération de la croissance et la stabilisation. Ça se voit un peu moins parce qu'on a tellement grossi sur ces derniers temps qu'on ne voit pas le petit pic, mais il est là. À la fin, pour capter l'intégralité du marché français, Europe Snack commençait à être confronté à des problèmes de taux de service, à des problèmes de stabilité de la demande, d'anticipation de stock, etc., même de prévision à plus long terme, qu'on a dit SNOP sur investir dans de nouvelles machines. Et on voyait que l'accélération posait des problématiques avec nos process actuels. Donc cette première phase-là, c'est là où on a intégré Colibri en 2014 et ça nous a permis de finaliser notre position et notre leadership sur le marché français. La phase 2, on verra après en détail dans les slides, c'est la phase d'acquisition. Une fois stabilisé, une fois référencé comme le numéro 1 français, on n'a plus aller chercher l'intégration de nouvelles entités qui étaient elles aussi leaders sur tout partie du marché. Le groupe Ibercinq était leader sur la MDD, qui travaille avec le fournisseur Mercadona. Donc Mercadona, c'est l'équivalent de Scamarc en Espagne, même si c'est encore plus important. C'est presque, à l'époque, c'était 40% de la MDD. Et puis Colac Snacks Food au UK, qui est un très très gros marché de produits apéritifs salés. C'est expertise dans travail avec le hard discount. Ça nous a permis d'aller les capter et tout de suite Colibri a servi d'intégrateur de ces entités. On avait une solution, on avait une hiérarchie, on avait une connaissance dans Colibri qu'on a pu dupliquer grâce à l'agilité du soft très rapidement. Ce qui nous a permis de faire groupe et d'avoir tout de suite, je dirais, dans les 3 mois qui suivent les intégrations, d'avoir des business plans consolidés avec la maille la plus détaillée. Parce qu'on ne s'est pas posé de questions, on a dit Colibri ça marche, c'est facile, donc c'est le premier projet qu'on fait quand on fait une acquisition. Et ça a été le premier projet parce que le processus Colibri supporte les processus SNOP. Mais vous voyez, quand on fait une intégration, dans les 100 premiers jours, vous allez vouloir faire des atterrissages budgétaires, des BP, etc. Et pour nous, c'était important de le faire avec Colibri parce que c'est ce qui nous a permis aussi, nous, de voir mieux et plus loin. Il y avait déjà une version anglaise et espagnole de Colibri ? Non, il n'y avait rien du tout. Il y avait Excel, espagnol et anglaise. Avant l'utilisation de Colibri, il y avait Excel, mais Colibri était en anglais et en espagnol. L'outil Colibri, il était déjà. Oui, en anglais, tes utilisateurs, ils sont en angle. Les utilisateurs, ils sont en anglais. Comme c'est sur navigateur, ils changent la langue du navigateur et ça fonctionne. Il a juste fallu traduire les hiérarchies qui sont, elles, en dur, parce qu'on avait un petit peu un côté franco-français, donc il a fallu s'adapter à l'anglais. Mais ça a été très très vite. Et clairement, ça fait partie des must-have de toutes nos entités qu'on acquiert aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir Colibri en premier. Parce qu'on sait que ça ne va pas simplement driver les opérations, ça va aussi driver la finance, les commerciaux, etc. Donc ça, c'est pour ce qui s'est passé. On vient de le finaliser chez Burt's fin d'année dernière. On ne va pas s'arrêter là. Donc il y aura encore des extensions de Colibri à terme. Combien de temps ça vous prend pour déployer Colibri sur une nouvelle BU comme Burt's aujourd'hui ? Alors, la première a été la plus longue, parce que c'était là où il a fallu essayer de penser un nouveau corps modèle avec des dimensions plus adéquates à l'évolution et avec d'autres hiérarchies, etc. Donc, sur Colac, on a mis peut-être 6 mois. Voilà. Mais en interne, sans se faire trop intervenir, donc c'est là où la solution est agile. Et Burt's, on a mis 3 semaines. Quasiment tout seul en plus. Enfin, voilà, c'est important ce que tu dis, c'est que tu n'es pas dépendant de nous, tu as fait toi-même tes déploiements successifs. Très peu. Donc c'est pour ça qu'on pose la question, c'est qu'on ne sait même pas nous-mêmes combien de temps ils mettent pour déployer en interne, puisqu'ils le font sans nous. On le fait sans. On l'a fait sur Colac parce qu'il a fallu revoir toutes les hiérarchies. Et voilà. Mais depuis, on a fait sur Burt's, sur l'Espagne, etc. On le fait en interne en déployant très peu d'IT. Voilà. L'IT aujourd'hui connaît le standard des données Colibri. On a fait travailler notre modèle IT pour que on ait la consolidation de tous nos ERP à un certain niveau et que ça délivre des standards Colibri.
Donc maintenant, dès qu'une entité rentre, que ce soit, parce qu'on a aussi, on aura peut-être aussi de la croissance horizontale, fournisseur ou client, on a un corps modèle Colibri, on se capte dessus et on importe des données dans Colibri. Voilà. Et donc on étend. Donc vous voyez un Colibri, donc, la phase dont on parlait, la première, on voyait que la croissance était importante, mais commençait à capter du taux de service. Et l'idée, c'était vraiment, grâce à Colibri, de continuer cette croissance, mais pas simplement de la continuer en captant ce qu'on pouvait, mais en captant l'intégralité. C'était une base fondamentale pour pouvoir démarrer la deuxième phase. L'acquisition, c'était stabiliser la confiance auprès de nos clients, notre efficacité, notre savoir-faire. Comme on l'a dit, nous, on n'a pas de marque, donc on doit vendre, en plus d'un produit, un savoir-faire de manufacturier, on doit vendre aussi un savoir-faire de service, pas simplement être un fournisseur, mais être aussi un partenaire, parce qu'on travaille pour la marque de nos clients. Et donc, cette expertise-là, c'est aussi vendre du service supply chain, de l'intelligence supply chain. Et là-dessus, Colibri nous a aidés. Et peut-être juste pour être un peu précis, tu es passé de combien de produits à combien de produits en 8 ans? Parce que finalement, toi, tu as tout connu. Tu es passé de 200 références à... On est passé d'à peu près 350 SKU à aujourd'hui, on en a 1500. Voilà. Tu as vraiment franchi un cap aussi en termes de taille de processus, taille de volume de données. Et ce qui était important, ça se voit peut-être moins aujourd'hui, mais c'est aussi l'évolution du nombre de marques et de catégories. Pour aller chercher on va dire le leadership sur la France, il a fallu aller chercher les dernières marques qui ne sont pas forcément celles qui font le gros business. Les autres, on les avait. Mais solidifier tout ça. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on étend des marques, on étend des SKU. On n'est pas comme Coca. C'est-à-dire Coca, la bouteille d'1 litre, c'est la même pour... voilà, donc elle a le même SKU. Nous, dès qu'on va chercher une autre marque, un autre client, il faut renouveler les mêmes SKU pour nos clients, etc. Donc c'est un processus assez complexe qui fait qu'on a beaucoup de SKU. Alors, 1, 2, ouais. On ne voit pas les niveaux de stock ici, là. Alors déjà, se dire, on va continuer à faire de la croissance, et en plus on va améliorer notre taux de service, et on va atteindre un taux de service qu'on se donne. On va s'aider avec Colibri pour le faire. C'est une chose, mais il faut déjà une volonté pour le faire. Et en plus, on va accroître les SKU, les marques. Et j'imagine qu'en plus, vous n'avez pas pu vous dire, on va financer tout ça par le stock. Il a fallu avoir des niveaux de stock que vous n'avez pas pu démultiplier. Non, clairement non. Derrière les taux de service là, c'est pas des murs de stock. Non. C'est impossible sous une entreprise comme Europe Snack. Nous, on est sous LBO, donc on a aussi de maintenir des coûts de supply chain assez bas. Non, là, l'intérêt de Colibri et sa finesse, qu'on ne pouvait pas déployer dans Excel, c'est justement d'avoir les bons stocks aux bons endroits. C'était ça qui était clé à l'époque. C'était de se dire, on a aujourd'hui une entité de stockage, on considère que en moyenne, elle est bonne, 3 semaines de stock, 3-4 semaines on va garder ça, mais on va essayer d'avoir tout le temps le bon stock au bon endroit, au bon moment. Ce qui était clé avec la prévision et sa finesse. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas la capacité, nous, quand on se trompe sur un client, on a des packs à la marque du client, on ne peut rien en faire. Si on se trompe sur Carrefour, Leclerc n'accepte pas d'avoir des produits Carrefour dans ses magasins, ce qui est difficile, donc c'est tout de suite de la perte. Donc c'est important pour nous d'avoir une vraie fiabilité au client, à l'entrepôt et à l'article. Vous voyez donc l'évolution des canaux de distribution. Nous, le grand changement qu'on n'aurait pas pu faire sans Colibri, c'est l'intégration du co-manufacturing. Donc là, vraiment de l'intégration industrielle. Il fallait vraiment transmettre de la prévision, transmettre du PDP. L'évolution du nombre d'articles, vous voyez, elle est à 700. On n'a pas actualisé parce que c'est 2017. Aujourd'hui, on est à 1500. Parce que là, on est sur la phase 1. Et un autre sujet qui est l'internationalisation. L'internationalisation pour nous, c'est du make to order, ça ne peut pas être du make to stock, donc on fait des camions en flux tendu vers nos clients. Donc ça, c'était important aussi d'être extrêmement précis dans la fiabilité et l'anticipation des prévisions, parce que même en make to order, on a quand même un délai, mais il faut quand même anticiper à un peu plus long terme nos matières premières, etc.
Donc la rentrée de l'international dans nos canaux de distribution a été clé et Colibri nous y a bien aidé. Alors il n'y a pas eu que des bonnes choses, je pense que tout le monde ici l'a vu, et Colibri nous a aidé dans les moments durs. Deux moments qui ont été clés, ça a été la crise du Covid. Vous voyez, quand toute la consommation s'est transformée, déchaînée, a été imprévisible. Là, clairement, sans l'historique de cycle de Colibri, sans l'intelligence qu'on avait construite derrière avec un outil tel que celui qu'est Colibri et aussi la façon dont il est déployé chez tous les utilisateurs, on n'aurait jamais pu maintenir notre taux de service et rationaliser nos ressources au mieux. On l'a tous vécu, le Covid, on avait des gens qui étaient absents, des gens qui étaient présents, il fallait optimiser les lignes, il fallait savoir où aller dans ce brouillard-là. On avait nous, produits apéritifs salés, tout le monde a découvert les apéros WhatsApp, donc ça a été énorme. Il a fallu suivre. Des fois, on avait aussi toute la logistique de chaîne qui avait été tellement déstabilisée par les ruptures de flux qui recommandaient 3, 4, 5, on a vu même 20 fois les volumes de la chaîne parce que nos clients étaient aussi déstabilisés par les manques. Donc vous voyez, on a dû faire tout un tas de reconstructions d'historique. Et ça, effectivement, sans Colibri, on n'aurait jamais pu le faire. À un moment, ce qu'on a fait, on était tellement déstabilisés dans ce qu'on recevait comme commande qu'on s'est mis en boîte noire. On a fait comme si le Covid n'était pas passé et on a relancé nos algorithmes avant Covid pour essayer de se donner une baseline. Et ça nous a servi de baseline pour sortir de la crise du Covid et donner de l'intelligence et donner du taux de service à Colibri. Donc ça a été vraiment un point clé, la crise Covid, pour nous dire c'est robuste, ça marche et ça permet la solidification de nos process et de notre relation client. Et on a eu aussi la crise matières premières, vous voyez. Donc alors paradoxalement, la crise Covid, il y a eu une reconstruction d'historique qui a été plus faible, qui a été plus accentuée. La crise MP a été plus longue. Pareil, on a fait la même chose. Mais là, clairement, on était déjà prêts. On avait l'expérience de la crise de Covid, donc on savait comment notre chaîne nous déstabiliserait. Donc là, de la même manière, on a fait des simulations de la chaîne avec des manques, etc. Et on a reconstruit, pareil, une courbe de croissance normale, ce qui nous a permis de couvrir toujours au niveau juste et au prix juste. C'est comme ça qu'on s'en est sorti. On a été un des meilleurs, même comparé par rapport aux très grosses entités de marques nationales, à couvrir. Ça a été les matières les principales, la pomme de terre ou l'huile. Voilà. Justement, en se concentrant sur les baselines construites par Colibri, c'est-à-dire l'historique, on sait qu'on a des mouvements de marché, mais on savait qu'il y avait un phénomène d'emballement, de spéculation. Donc on a réussi à solidifier une demande normale grâce à Colibri et donc maintenir nos prix pendant la crise des matières premières. Et juste une question naïve. Là, tu parles d'historique, mais est-ce qu'on peut avec Colibri aussi élaborer un certain nombre faire des simulations ou avoir certains scénarios quand on est dans une période de crise comme ça, comme le Covid ou la crise des matières premières? Est-ce qu'on peut se dire, voilà, sur tel scénario, où je vais? Je vais prendre la réponse, Christophe il le sait bien, mais on peut créer des scénarios, tu peux tout à fait créer des versions de prévision, hypothèse haute, hypothèse basse, avec une approche algorithmique, une approche purement commerciale. Donc oui, tu peux créer des scénarios, et après tout l'intérêt c'est qu'est-ce que j'en fais de ces scénarios, est-ce que je fais des atterrissages différents, mais oui, tu peux très clairement, très facilement créer des scénarios autant que tu veux. Et ça a été super important parce qu'à un moment donné, quand il y a des effets d'emballement, on a un service commercial qui dit si, c'est de la vraie demande. Il y a la supply chain qui essaye de mesurer, puis on a l'industrie qui dit non, mais nous on peut pas suivre, donc c'est pas possible, donc il faut arbitrer. Et là, ça a été important d'avoir cette chose-là parce que nous, comme on travaille beaucoup avec la GMS qui n'a pas la possibilité d'avoir cette finesse d'analyse sur tous les produits de sa gamme, eh ben, on se base sur ces trends-là et on arrive aussi à transmettre et vendre quelque part de l'expertise à la GMS sur des produits de son rayon. Et ça, c'est quelque chose qui solidifie aussi notre partnership avec la GMS. Et donc aujourd'hui, comme on l'a dit, la troisième phase, désormais, c'est vraiment Colibri
est au cœur de nos opérations et devient le porteur du référentiel groupe. C'est-à-dire, c'est lui qui porte le référentiel d'unification de nos catégories de produits, de nos usines, la façon dont on construit les SKU, de nos arômes, comment on les pense, etc. Et qui, un peu en étoile, diffuse l'intelligence, pas simplement sur les opérations. C'est pas simplement le demand plan aujourd'hui, la première entité d'un processus opérationnel en silo. C'est vraiment l'étoile qui va diffuser de l'information au marketing, de l'information aux sales, de l'information aux usines, de l'information aux opérations. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui porte le référentiel et, comme on l'a dit, va nous permettre d'intégrer beaucoup plus facilement et d'avoir des délivrables tout de suite avec des entités qui, Birds, on l'a vu, qui étaient très éloignées en termes de process, etc., nous permettent justement de pouvoir raccorder les wagons et d'être tirés par cette locomotive de demand plan et de référentiel. Voilà. On a créé Colibri aussi pour que ce soit facile à déployer sur des nouvelles BU, sur des nouveaux pays. Et donc, on voit que là, ça a un effet quand même très important. Alors, globalement, on a fait ce petit dernier slide pour résumer en quelques mots l'impact Colibri chez Europe Snack. Je ne sais pas si tu peux nous faire une petite synthèse. Alors, ça ne s'est pas fait au même moment. Hein. Comme on l'a dit, le premier enjeu, c'était le taux de service pour nous. On n'a pas augmenté les stocks parce qu'on n'avait pas mais il fallait pas on les a pas réduits non plus. Pour nous, c'était le taux de service. Travailler avec beaucoup plus d'anticipation des appros. Et l'efficacité et la stabilité de nos équipes de planification. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, l'équipe supply chain France, et on a la même dynamique dans les autres pays, avec un peu moins de recul, c'est les équipes qui évoluent le moins en termes de nombre. C'est-à-dire qu'elles fabriquent beaucoup plus d'efficacité. Elles ne suivent pas forcément la croissance du groupe. Là où il y a beaucoup de recrutement pour suivre au market, aux sales, on arrive à stabiliser les équipes justement en utilisant au maximum ces outils-là, en utilisant au maximum l'expertise. Ça, c'était important pour nous de faire mieux avec autant, sans mettre effectivement les gens sous pression, c'est-à-dire de leur enlever des tâches fastidieuses, de faire en sorte d'automatiser. Donc là-dessus, Colibri va déjà assez loin, mais tu le diras après, pour aller encore plus loin, on a encore plein de bonnes idées. Le stock, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé depuis les phases d'acquisition. Donc la finesse des prévisions et l'amélioration de nos process grâce à elle nous a permis d'avoir des projets de réduction de stock, justement en augmentant nos rotations de produits et de fabrication. Et puis dernièrement, c'est la clé, on vient de le dire, nous vraiment ce qui est indispensable, c'est de vendre pas simplement un produit, mais de vendre un service complet. Et là-dessus, la supply chain est indispensable. Donc l'amélioration de la collaboration, comme on l'a dit, on est vraiment en partnership parce qu'on n'a qu'un objectif, c'est le consommateur. Le distributeur, notre client distribue, nous on fabrique et on anticipe. Et c'est vraiment, on veut vraiment aller vers cette collaboration, non seulement en France, mais aussi partout en Europe. Voilà. Donc ça, c'est indispensable. Je vais rajouter juste un point, je pense que tu l'as vécu aussi, enfin tu vas nous confirmer. Je discutais avec un de nos clients il y a 2 semaines qui disait un gros avantage de Colibri, et vous ne le mettez pas assez en avant, il me disait, c'est qu'on n'a pas besoin d'experts en demand planning ou en supply planning pour être des bons utilisateurs de Colibri, parce que Colibri étant construit sur les bonnes practices avec des workflows embarqués, il va driver les utilisateurs et leur permettre de monter en maturité très très vite sans avoir passé l'APIX par exemple. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est compliqué de recruter des experts en planification. Des fois, on va avoir des jeunes ingénieurs, des fois, on va avoir des personnes qui viennent de l'ADV ou de l'approvisionnement ou de l'entreposage qui vont switcher vers ces métiers-là. Et un outil comme Colibri est pas mal pour les aider à monter rapidement en compétences sans les perdre. Je rajoute qu'en plus, nous, on a des supply chains limitées, centralisées. Donc, notre demand planner, ils ont aussi quelques tâches à côté. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que ça délivre de la preuve à bon niveau, à bonne finesse, à bonne fiabilité, avec un minimum de temps. Et ça, Colibri, là-dessus, est très puissant. Et je vais conclure cette présentation pour...
Je vais conclure cette présentation avec une ouverture sur la partie IA de Colibri. Donc, vous l'avez compris, on travaille avec Europsnack depuis presque 10 ans. Vous avez forcément, vous qui êtes adepte de ces salons, entendu parler de l'IA depuis des années. Donc, il y a un petit point que je voudrais préciser déjà, c'est que l'IA, c'est pas nouveau, hein. Au sein de Colibri, on en fait déjà depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on faisait, qu'on va faire et qu'on va continuer à faire. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que dans ton évolution de Colibri au sein de chez Europsnack, c'est qu'il a fallu avancer étape par étape. La première, ça a été déjà de quitter Excel et de sécuriser le process, les données. Et donc, chez Colibri, on est des fervents partisans du fait que l'IA va améliorer le quotidien de beaucoup de monde. Donc, on a mis ça comme une ligne hyper importante dans notre roadmap et on l'a décidé de la découper sous 3 formes importantes. Parce que pour nous, l'IA, pour faire de l'IA, c'est pas intéressant. On n'est pas une boîte de R&D pour trouver des choses qui n'ont pas d'application concrète. Donc, on l'a découpé sur des promesses de valeur. La première, ça va être un volet apprentissage. Ce que vous voyez en jaune, c'est des choses qu'on est en train de travailler, notamment avec Europsnack, qu'on va améliorer. Donc, le volet de l'IA sur la partie apprentissage, une autre sur la partie automatisation et un dernier sur la partie assistant intelligent. Donc, je vais expliciter quelques secondes ce que ça veut dire, mais l'idée derrière, c'est que l'intégration de l'IA, pour nous, va nous permettre d'aller gagner en performance, notamment avec des algorithmes plus puissants, plus intelligents. On va par exemple parler d'intégration de données météo, mais ça va nécessiter plus de données. Donc le prérequis, quand même, pour faire ça, va être d'avoir des données un peu plus. Donc avec Europsnack, on a décidé de travailler là sur des algorithmes plus intelligents qui nécessitent plus de données. Et un exemple, le regroupement intelligent. Un regroupement intelligent, ça va être permettre comment est-ce que mes planificateurs qui demain vont devoir gérer 1000 produits avec le même temps qui leur est imparti, comment ils vont pouvoir travailler de manière plus efficace. Donc ça va être par exemple de faire des regroupements comportementaux de produits. C'est ce que vous voyez ici. Donc ça s'appelle, le gros mot, c'est la clusterisation, mais c'est comment en fait je vais pouvoir regrouper des produits qui ont le même comportement, des tendances à la hausse, des produits qui sont saisonniers. Donc il y a tout ce pan-là du machine learning qu'on va pouvoir faire avec Colibri. La partie automatisation, je vais aller assez vite dessus, mais un des enjeux, c'est de faire mieux avec moins de ressources ou avec les mêmes ressources, mais avec moins de temps. Donc on peut parler notamment de l'optimisation de calcul de stock de sécurité intelligent. L'IA va nous permettre, par exemple, d'automatiser des tâches utilisateurs, comme tu disais, qui sont répétitives. Donc on va pouvoir détecter, tiens, toi, cher utilisateur, tu fais ça systématiquement. Donc Colibri va te proposer de l'automatiser pour toi. Et un autre aspect qui est pour nous aussi extrêmement intéressant, et tous ces aspects-là, vous pouvez venir les voir sur notre stand, ça va être tout ce qui va être assistant intelligent. L'assistant intelligent, vous avez tous utilisé des LLM, des ChatGPT et autres. Nous, on va aller beaucoup plus loin parce que ce n'est pas juste un assistant conversationnel, c'est un assistant qui va pouvoir, d'une part, vous permettre de faire du support. Tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est que toi, aujourd'hui, tu as un temps non négligeable de propagation de l'information auprès des gens qui ne sont pas dans ton secteur. Donc l'assistant, pour nous, va être un moyen aussi hyper puissant de donner de l'information à des gens qui ne sont pas dans le département supply chain, mais avec un minimum de friction. J'ajoute, c'est exactement ça. Aujourd'hui, tout ce qu'on a dit là, dans Colibri, c'est de l'intelligence. Et cette intelligence, si on veut qu'elle soit profitable, il faut qu'elle soit le plus partagée possible. Mais quand on veut rentrer dans l'interface Colibri, nous on va avoir en supply chain, ça va peut-être en avoir des gens qui sont à l'administration des ventes, etc., qui vont avoir besoin d'une information ponctuelle parce qu'ils ont une rupture de flux ou qu'ils ont un approvisionneur qui vont leur poser une question, c'est quoi la prév de tel article. Ils n'auront jamais les réflexes, la formation d'utilisation d'un vrai interface, d'aller dans... En revanche, il pose cette question-là à notre demand planner. Pour le demand planner, c'est un niveau trop bas, ça lui parasite son expertise de répondre, d'aller dans l'outil pour dire au champ, tel produit, il a une prév de 100 palettes cette semaine. Voilà. Donc là, l'assistant conversationnel, il est parfait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner accès à une information qui est facile, qui est là, qui est de l'intelligence, avec un utilisateur virtuel qui va tout de suite répondre à nos agents, eux qui ont besoin de cette information sans avoir le temps de la trouver, et nos agents demand planner qui ont cette information mais qui n'ont pas le temps d'aller la donner. Voilà. Et ça, c'est vraiment la clé de l'amélioration des performances, c'est cette extension de l'intelligence à tout niveau et avec le bon relationnel.
Un autre exemple aussi, très rapidement, je vais terminer là-dessus, je vois qu'on est couvert par le temps. Bon, ça va être aussi tout ce qui est analyse complexe. Je vous inviterai, si vous êtes intéressé, à venir sur le stand pour le voir de vos yeux, mais ça va être de récupérer de la data, de faire des analyses de corrélation, et tout ça, c'est l'outil qui va le faire pour vous. C'est un peu le rêve du prévisionniste, il n'avait pas le temps de le faire. Là, l'assistant va vous aider à faire des analyses à forte valeur ajoutée. Jean-Luc, je te laisse la main. Oui, comme ça on peut quand même avoir une courte session de questions-réponses. S'il y a des questions dans la salle, c'est maintenant. L'inévitable Pierre. Oui, Pierre Fournaille, Cabinet Léon, merci pour cette présentation. Une question peut-être au niveau organisation. Donc vous avez 1500 références, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez combien de prévisionnistes? Est-ce qu'ils sont tous centralisés en France? Est-ce que vous en avez une partie en Angleterre et une partie en France? On a aujourd'hui une direction supply chain par pays, et on a un prévisionniste par pays qui s'occupe de toutes les références. Alors les références ne sont pas 500, 500, 500. Il y en a beaucoup plus en France. Au UK, il y en a moins, mais elles font plus de volume, c'est un peu différent. Mais non, on a aujourd'hui un prévisionniste par BU, par entité géographique. Voilà. Et en termes d'utilisateurs... Par contre, ils sont derrière le même colibri. Ils ont des accès différenciés. Mais un super administrateur comme moi peut consolider les 3 pays dans la même instance colibri. Il n'y a pas 3 colibris séparés duquel il faut extraire les données et qu'il faut consolider. Il y a un seul et même colibri avec des accès limités pour chacun pour pas que les hiérarchies se contredisent entre les pays. Mais on agrège facilement et on peut avoir l'extraction de tout le travail des 3 prévisionnistes en un clic. Voilà. Donc il y a 3 prévisionnistes, mais en termes d'utilisateurs de la solution, ça fait combien au sein du groupe? Alors il y a 3 vrais grands prévisionnistes, et en utilisateur, on a des utilisateurs annexes qui vont être, ça va être moi quand je vais avoir besoin de faire un peu de stratégie, ça va être les commerciaux qui vont consulter un petit peu les demandes, donc on doit avoir en tout une trentaine d'accès autour de la solution. Une dernière question, après vous pourrez de toute façon aller poser des questions au stand C14, là je vois... que c'est noté, c'est bien, ils avaient pensé à tout. Est-ce qu'il y a une question dans l'assistance encore? Vous n'avez pas de regret? Non. Moi j'avais juste une question parce que pour moi, Coman, c'était surtout un joueur de foot, mais en fait, vous parlez de co-manufacturing. Juste là, sur les contraintes que ça implique, et est-ce que le SNOP peut être, dans le co-manufacturing par exemple, peut être un peu collaboratif avec d'autres industriels. Et dans ces cas-là, est-ce que vous utilisez Colibri? Alors nous, on utilise Colibri que pour le demand plan. On n'utilise pas le SNOP. On a une autre solution pour le SNOP. Mais ça marchera pareil avec Colibri, il n'y a pas de problème. Oui, c'est indispensable d'avoir des SNOP collaboratifs. Comme je viens de le dire, c'est en interne, mais c'est en externe aussi. Toute cette intelligence-là, elle profite et elle est profitable, elle délivre de la valeur quand elle est partagée. Si vous faites un SNOP très puissant, très performant, mais que vous obligez votre fournisseur ou votre client à faire lui-même le même SNOP, vous allez multiplier les coûts, vous allez multiplier les personnes pour à la fin, parce que vous avez la même donnée de demande, atterrir à peu près à la même chose. Nous, l'objectif, c'était de se dire, on est central, on n'est ni trop éloigné comme les fournisseurs, ni trop proche comme les clients. Donc on va construire des vrais process et on va les étendre. Toute cette connaissance-là, on partage les données SNOP, on partage les données Demand Plan à nos fournisseurs et à nos clients. Voilà. Ok, merci Christophe, merci Mehdi, merci Nicolas. Je crois qu'on peut vous applaudir. Et puis, n'hésitez pas à les retrouver sur le stand C14. La prochaine conférence, c'est dans une demi-heure. Donc c'est à midi. Ici, ce sera autodistribution avec... oh mince, je ne me rappelle plus. En tout cas, moi, j'anime l'autre conférence qui est là-bas, la conférence inspirationnelle. Donc voilà, si vous voulez continuer le cycle prévision-planification, c'est ici dans une demi-heure.